Sur ce, nous procédons à l'appel. Madame Martine Vallier, Monsieur Didier Garcia, Madame Laetitia Garnet, Monsieur Anthony Montfort, Madame Arlette Soltani, Monsieur Michel Dezin, Madame Marjorie Bigot-Roussel, Monsieur Denis Cabezas, Madame Emmanuelle Chénion, Monsieur Frédéric Gonzalez, Madame Sandra Barbera, Monsieur Johan Ardeven, Madame Marie-Christine Pereira Lima, Monsieur Olivier Borde, pouvoir à Madame Emmanuelle Chénion, Madame Nathalie Poli, Monsieur Christophe Sol, Madame Élise Poupard, pouvoir à Monsieur Grégory Clair, Monsieur Thibault Ventron, Madame Christelle Coste, pouvoir à Madame Arlette Soltani, Monsieur Nicolas Gimenez, Madame Erin Wild, Monsieur Jean-Christophe Lahaye, Madame Claudie Massias, Monsieur Nicolas Aroueté, Madame Céline Lameule, Monsieur Grégory Clair, Madame Valérie Duprat, Monsieur Olivier Madère. Bien, le quorum est donc validé. Avant de poursuivre plus loin, il nous faut désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Et je propose que ma voisine de droite, Madame Vallier, se déclare volontaire. Elle l'est. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le PV de la séance précédente, donc, avez-vous des remarques ou des questions sur le PV donc, de la séance du 20 mars? Pas de remarques? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Le premier point de l'ordre du jour, très classiquement, il s'agit pour le conseil municipal de donner un certain nombre de délégations au maire. Donc ce sont des choses qui sont bien entendu à votre initiative. Nous avons sur la liste, je ne vais peut-être pas la relire intégralement, vous en avez pris connaissance, vous avez la possibilité de me donner 28 délégations pour la durée du mandat, concernant, vous l'avez vu, différents thèmes sur l'affectation des propriétés communales, des fixations de tarifs de droit, des signatures diverses et variées, des contrats d'assurance, etc., etc. Avez-vous des questions? Je rappelle que c'est simplement une délibération qui permet justement une fluidité de fonctionnement et qui est tout à fait classique en début de mandat. S'il n'y a pas de questions, je passe aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, il nous faut désigner des délégués sur les différentes commissions, alors des membres, pardon, sur les différentes commissions communales et auprès de différents organismes extérieurs. Je précise d'ores et déjà que nous aurons un petit peu plus tard à désigner également des membres pour les différentes commissions et représentations de la communauté de communes. Donc si on peut, on va projeter normalement, je peux redonner l'intégralité, comme ça chacun saura peut-être s'y reconnaître. Voilà, vous les avez. Donc, évolution urbaine et environnement. Donc, je ne crois pas qu'il y a tous les noms. Si, voilà. Donc, Madame Bigot, Monsieur Ventron, Monsieur Cabezas, Madame Poli, Madame Poupard, Monsieur Sol, Monsieur Clair, Madame Soltani, Madame Wild, Monsieur Montfort, Madame Chénion et Madame Duprat. Vous levez le doigt si j'ai oublié quelqu'un ou si vous souhaitez vous rajouter à des commissions. Sur le mouvement associatif et les manifestations municipales, donc c'est la délégation de Monsieur Garcia, Monsieur Jiménez, Madame Pereira Lima, Monsieur Borde, Madame Coste, Madame Barbera, Monsieur Montfort, Madame Chénion et Monsieur Madère. Sur l'éducation, avec Madame Garnet, donc Madame Bigot, Monsieur Clair, Monsieur Jiménez, Madame Lameule, Madame Barbera, Madame Duprat. Sur la mobilité et les réseaux, avec Monsieur Montfort,
Donc Monsieur Vontron, Madame Poupard, Monsieur Ardevin, Madame Vallier, Monsieur Arouetté, Monsieur Laille et Monsieur Madère. Sur les solidarités et la cohésion sociale avec Madame Soltani, donc Madame Bigot, Roussel, Madame Poli, Madame Pereira Lima, Monsieur Arouetté, Madame Barbera, Madame Coste. Sur le patrimoine bâti avec Monsieur Dezin, Monsieur Sol, Monsieur Claire, Monsieur Jiménez, Monsieur Borde, Monsieur Montfort, Madame Vallier, Monsieur Arouetté, Monsieur Laille et Madame Duprat. Et la vie culturelle, pardon, j'avais rajouté la vie culturelle donc avec Madame Barbera, et donc il faut rajouter à la première liste, puisque les deux commissions se réunissent traditionnellement en commission commune, rajouter Madame Poli. Voilà. Et sur la commission finances, donc avec Monsieur Gonzalez, Madame Vallier, Monsieur Garcia, Madame Garnet, pardon, Monsieur Montfort, Madame Soltani, Monsieur Dezin, Madame Barbera, Monsieur Vontron, Monsieur Cabezas, pardon, et Monsieur Madère. Voilà, sachant que je suis membre de droit de toutes ces commissions. Avez-vous des questions, des compléments? Il y a notre collègue... oui, Madame Duprat. Pardon, on n'entend pas. Il faudrait passer... Je n'ai pas entendu. Vous m'entendez? Oui, je veux bien me positionner sur solidarité et Voilà, j'avais posé la question parce qu'il n'y avait pas de délégué de l'opposition, donc je vous mets sur la solidarité et cohésion sociale. D'accord. Où est-ce qu'elle est? Oui, Madame Macias. Patrimoine bâti, d'accord. Donc on rajoute Madame Macias sur le patrimoine bâti. Donc un document, alors bien entendu les commissions, on les vote ce soir parce que il faut le faire comme ça, mais elles sont susceptibles d'évoluer au gré du mandat et puis des disponibilités au fur et à mesure de chacune et chacun, mais on est dans un premier temps obligé de les voter sous cette forme-là. Elles vous seront bien entendu envoyées. Pour le document suivant, donc qui concerne les délégués sur les syndicats intercommunaux, voilà, donc sur la DHM, Mesdames Soltani et Poli et Madame Bigot-Roussel. Sur le syndicat des marais, oui, c'est vrai. Il y a autant pour moi. Donc on prend, il n'y a pas de suppléant, c'est ça que... Oui, mais il n'y a pas de suppléant, il n'y a que 2 titulaires, c'est ça. C'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit et j'ai pas pris... Donc on modifiera, donc Madame Bigot-Roussel, Madame Poli sont titulaires. Sur l'ASA, donc syndicat des marais, Monsieur Laille, Monsieur Montfort. Sur le CCAS, Madame Soltani, pardon, on le verra tout à l'heure. Fait l'objet d'une délibération à part. Sur la commission communale des impôts directs, Madame Vallier, Monsieur Cabezas et moi-même. Sur le CDG-FPT, donc le CDG, moi-même et puis Monsieur Claire en suppléant. Sur le CNAS, Centre national d'action sociale, Madame Bigot-Roussel, Madame Soltani, c'est bien l'ordre qui avait été ou c'était l'inverse? Bon, et on peut faire l'inverse. Bon, mettez-vous d'accord, mesdames. Il n'y a pas. Pour rien, c'est parce qu'on le vote, donc on peut. Bon, allez, on réinverse. Donc Madame Soltani et Madame Bigot-Roussel. Voilà. Sur la mission locale Techno-Ouest, Monsieur Garcia et Madame Poli en titulaire, Monsieur Vontron, Madame Bigot-Roussel en suppléant. La commission de contrôle des listes électorales, Monsieur Borde, Monsieur Ardevin, Monsieur Laille, Madame Duprat, Monsieur Madère en titulaire. Et en suppléant, Monsieur Sol, Madame Barbera, Madame Pereira Lima, Monsieur Jiménez et Monsieur Vontron. Ensuite, sur le CIVOM du Haut-Médoc, Madame Garnet, Monsieur Jiménez, Madame Lameule. Et en suppléant, Madame Chénion, Monsieur Vontron, Madame Poupard. Bordeaux Métropole Énergie, titulaire Monsieur Dezin, suppléant Monsieur Laille. Là, j'ai aussi un doute sur le suppléant, mais autant le voter, ça nous évitera, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais autant le voter, ça évitera d'y retourner. Sur le SIEM, Monsieur Montfort et Monsieur Dezin, un titulaire. Est-ce qu'on a eu la réponse sur la nécessité ou pas de suppléant, Madame? On n'a pas de réponse. Bon. Dans le doute, pareil, s'il y en a deux personnes qui souhaitent se poser volontaires pour être suppléants, n'hésitez pas.
Ça nous évitera de retourner. Y a-t-il des volontaires? Monsieur Sol. Y a-t-il d'autres personnes volontaires? Personne. Monsieur Laye. Allez. Merci. Correspondant défense, Monsieur Borde. Pour le SDEG, Monsieur Dezin et suppléant, Monsieur Montfort. Correspondant tempête, c'est l'inverse, Monsieur Montfort et suppléant, Monsieur Dezin. La CAO, on aura un vote spécifique tout à l'heure. Pardon, sécurité routière, Monsieur Sol, pardon. Pardon. Alors, il n'y a pas de suppléant. C'est pour ça. Il n'y a pas de suppléant. C'est juste un rôle de correspondant. La CAO, je disais, on va le voir tout à l'heure. Le CAUE, Madame Vallier, titulaire, Madame Poupard, suppléante. L'IDAC, Madame Barbera, titulaire, Monsieur Cabezas, suppléant. La DSI Techno-Ouest, c'est lié d'ailleurs à la... On l'a vu un petit peu plus haut, à la mission locale aussi en partie. Donc Madame Poli, Monsieur Garcia, Monsieur Ducamp, titulaire, sachant qu'il n'y a pas de suppléant à désigner sur cette entité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Avez-vous des questions? Donc je le passe aux voix, je le redis sous cette forme-là, sachant qu'on sera régulièrement amené à revoter pour des modifications, même à la marge, mais on sera régulièrement amené à reprendre cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, oui, mais ça m'a échappé, je l'ai cité avant, mais ça ne fait pas partie de la délib. Je suis désolé. Donc pour la suivante, c'est le SDEG. Le SDEG, il s'agit de désigner un délégué. Voilà, on va nommer quand même un suppléant au cas où. Donc le délégué que nous proposons, c'est Monsieur Michel Dezin. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, Michel, tu es reconduit dans tes fonctions. Ensuite, l'Assemblée générale de l'Agence technique départementale Gironde Ressources. Alors pour vous expliquer Gironde Ressources, on y fait appel de temps en temps. La quasi-totalité des communes de Gironde sont adhérentes. Il s'agit d'un organisme qui a été créé par le département et tout simplement un organisme qui s'occupe d'ingénierie et aide en particulier, c'est pour ça que nous on s'en sert beaucoup moins que d'autres, les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de financer des AMO, etc. Donc Gironde Ressources propose de l'aide vraiment d'ingénierie à toutes les communes de Gironde. Et forcément, comme nous en sommes membres, il nous faut nommer un titulaire et un suppléant sur cet organisme, sur cette agence, c'est une agence technique. Donc, se sont proposés et je vous propose en titulaire Nicolas, M. Aroueté et Mme Wild. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. La CAO, donc la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, donc je vous propose, c'est une commission qui comporte 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. En titulaire, Madame Vallier, M. Cabezas, M. Dezin, M. Montfort et c'est M. Madère, c'est ça? En titulaire. Non, c'est Madame Duprat, voilà. J'avais déjà inversé. Donc Madame Duprat, donc en titulaire. Et en suppléant, M. Gonzalez, M. Garcia, Mme Chénion, M. Claire et donc M. Madère. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Nous devons désigner également, c'est là aussi une obligation légale, un référent déontologue pour les élus locaux. Il s'agit en fait, lorsque des questions peuvent se poser au niveau des élus en termes de déontologie, donc c'est une obligation légale d'avoir un référent déontologue. Et nous avons choisi donc M. Nicolas Desforges. En fait, ce monsieur fait partie d'une liste qui a été proposée et validée par l'Association des maires de Gironde. Donc, les missions, vous les avez, il apporte des conseils utiles au respect des principes déontologiques qu'on retrouve dans la charte de l'élu local que je vous ai lu lors du premier conseil municipal. Et il peut, à la demande de l'élu qui le saisit, rendre des décisions ou des avis concernant les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale, entre autres. Voilà. C'est un rôle vraiment de conseil en matière de déontologie.
il a des obligations, vous avez lu la délibération, la saisine et la rémunération, pour être très clair avec cette personne, puisque bien sûr c'est une personne rémunérée, ne se fait que si on la saisit. Voilà, donc il y a une obligation de le désigner, mais il n'y a pas derrière d'engagement financier, mais juste cette obligation de le désigner. Est-ce que vous avez, et donc forcément il y a un rapport qui doit être transmis chaque année, mais s'il n'intervient pas, ce qui a été le cas sur les 2 dernières années, il n'y a pas de rapport qui sont rendus, élus, donc ici, présentés au conseil municipal. Avez-vous des questions sur ce sujet? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix cette désignation, des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. Maintenant, de la même manière que tout à l'heure sur la CO, il nous faut une délibération spécifique pour le CCAS. Le CCAS ayant la particularité d'être composé à moitié par des membres élus au sein du conseil municipal et pour l'autre moitié par des membres qui sont nommés par arrêté du maire. Voilà, sachant que les membres nommés par arrêté ne le sont qu'après le conseil municipal, puisque c'est le conseil municipal qui doit arrêter la composition de ce CCAS, en tout cas le nombre de membres. Donc moi je vous propose dans la délibération de fixer à 12 membres les membres du CCAS et de choisir élus pour siéger au CCAS Madame Soltani, Madame Poli, Madame Coste, Madame Bigot-Roussel, Madame Barbera et Madame Duprat. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le point suivant, les indemnités des élus. Il appartient donc, vous le savez, au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maximum qui sont prévus par la loi. Donc, en ce qui me concerne, puisque je dois le faire officiellement, je ne souhaite pas avoir le maximum de l'indemnité, qui est de droit, mais je me dois de le dire si je ne le souhaite pas, donc je le dis directement que je ne souhaite pas être au maximum de cette indemnité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le maire soit à l'indice brut de 47%. Pour les adjoints, la première adjointe à 22%, du deuxième au septième adjoint 18%, et pour les conseillers délégués à 6%. Voilà. Sachant qu'il est prévu de désigner 8 conseillers délégués. Je vous donnerai tout à l'heure en informations diverses les délégations de ces conseillers. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe pour le dessert la parole à M. Gonzalez qui va nous présenter le tant attendu rapport d'orientation budgétaire 2026. À toi la parole. Merci, monsieur le maire. J'imagine que vous l'attendez avec impatience, effectivement. Donc, histoire de ne pas être trop lourd, vous l'avez reçu et j'imagine que vous l'avez lu avec attention, donc on va essayer d'en faire un résumé, histoire de ne pas y passer la nuit. S'il vous est présenté, je sais pas, je ne le vois pas pour l'instant. Il arrive. Ben moi je l'ai. Bon ben voilà, c'est fini, merci. qui est contre? Je suis lâché par la technique du daube. Ah, je ne sais pas. Moi, il est là, en tout cas, je le vois. Hein? Oui, il faut que je parle. Donc le rapport d'orientation budgétaire, il est présenté avant le budget. Il est présenté d'abord de façon obligatoire pour les communes de 3500 habitants sur 3 points particuliers qui sont les orientations budgétaires de l'année 2026, donc les engagements pluriannuels en ce qui concerne les investissements et la structure et la gestion de la dette contractée par la commune et son évolution.
Histoire de comprendre comment est construit un budget municipal, voilà, c'est bien, vous l'avez. Bon, pas complètement encore en diaporama, mais ça peut tarder. Donc, pour construire un budget, il faut partir du contexte macroéconomique général, mondial, français, les finances de la communauté de communes, parce que nous sommes liés évidemment en entrée et en sortie avec la communauté de communes, et ensuite les évolutions du budget municipal. Donc nous aurons 9 points. Il y en a que 8, c'est dans le sommaire, mais il y en a un 9e parce que le rapport d'orientation budgétaire, il est suivi d'un débat d'orientation budgétaire, c'est son objet. Donc s'il y a des questions, bien entendu, vous pouvez les poser au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. Autrement, à la fin, si vous avez des questions particulières. Donc le cadre juridique du rapport d'orientation budgétaire, c'est l'obligation légale. Donc, je vous l'ai dit, plus de 3500 habitants est obligatoire, sinon les délibérations qui suivront pourraient être entachées d'illégalité. Le délai réglementaire, vous l'avez sous les yeux, je vous le passe. Et le contenu du rapport, donc, c'est les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels et la structure et la gestion de la dette. J'avais anticipé pour gagner un peu de temps, j'avoue. Donc, sur l'environnement macroéconomique, la particularité d'un rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'évidemment, il se base sur des informations internationales et nationales. Je ne les invente pas, je vous rassure. Il y a des informations qui sont communiquées par des organismes publics comme la Poste, la Caisse d'épargne, qui sont des spécialistes de l'information en matière de rapport d'orientation budgétaire pour les parties internationales et nationales. Elles sont néanmoins importantes pour comprendre comment va être impacté le budget municipal. Donc, évidemment, la prévision de croissance, puisque la prévision de croissance permet des rentrées fiscales, et donc l'important d'essayer de mesurer comment va évoluer la croissance mondiale et française sur l'année 2026. Au moment où ces projections sont établies, en général en fin d'année précédente, donc 2025 en ce qui nous concerne, les prévisionnistes, évidemment, le font par rapport aux événements qu'ils connaissent. Donc, en l'occurrence, ils ne connaissaient pas le déclenchement de la guerre que nous connaissons actuellement, à tel point qu'on ne parle plus non plus de celle qui continue pour autant et qui a encore des répercussions économiques, qui est la guerre en Ukraine. Mais évidemment, il y a une guerre en cours entre USA, Israël et l'Iran, qui, vous le savez, actuellement a un effet assez significatif sur le coût de l'énergie, et donc probablement, ou possiblement en tout cas, induire une évolution de ces coefficients qui vous sont indiqués là en matière d'inflation et de croissance. De même, lorsque la commune a besoin de se financer, elle évidemment a appliqué des taux généraux. Donc aujourd'hui, on a des taux d'intérêt au niveau de la BCE qui sont à 2%. On entend qu'ils peuvent monter ou pas bouger. Ça dépend de tous les jours, c'est différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont à 2% avec probablement une stabilité pour l'année 2026, même si potentiellement, si l'inflation arrivait, il pourrait remonter. On a actuellement un taux d'emprunt des obligations d'État à 3,7%. C'est variable aussi, 3,8, 3,6 aujourd'hui, à peu près à 3,7. Ça, c'est mis à jour. Le déficit public qui était prévu à 5,4% a connu une nette amélioration puisqu'il n'est que de 5,1%. Et l'endettement public représente 115% du PIB. Le PIB, c'est le revenu de la France, généré par la France. Donc on a un endettement qui représente 115% de notre revenu annuel. J'ai laissé le tableau des évolutions prévues. On y reviendra si vous le souhaitez. Au niveau national, les finances du bloc communal s'élèvent à 138,4 milliards d'euros de recettes réelles en 2025, une épargne brute de 21,7 milliards d'euros, en hausse de quasiment 2%. Des investissements sur l'année 2025 qui sont montés à 55,6 milliards d'euros et une trésorerie qui est légèrement en baisse, qui est assez courant dans les fins de mandat,
à 37 milliards d'euros. Évidemment, c'est pour qu'il n'y ait pas confusion, ce ne sont pas les comptes de la mairie de Ludon, hein. C'est l'ensemble du bloc communal. C'est dommage, mais on n'en serait pas là. Pardon. Donc on constate une progression des dépenses réelles de fonctionnement inférieure à celle des recettes, donc une amélioration des résultats. Une hausse des frais de personnel en 2025 de 2,6%, essentiellement due à la hausse des cotisations. Il y a eu des hausses de cotisations URSSAF et des hausses de cotisations de prévoyance obligatoires qui ont amené une augmentation en plus de celle du point sur l'année complète de 2,6%. Les charges d'intérêt ralentissent sur le bloc communal après 2 années de forte hausse. La capacité de désendettement est en hausse, mais très en deçà du seuil d'alerte qui est à 12 ans pour les communes. On y reviendra en ce qui concerne Ludon. La DGF 2026 est maintenue au niveau de 2025, autour de 27 milliards d'euros, avec une hausse de la péréquation. Je passe les détails également, notamment sur la dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale. Je vous ai parlé des augmentations des cotisations, ouais, elles sont encore de 3 points en 2026. Sur la CDC Médoc-Estuaire, je vous ai dit qu'il y a national, Médoc-Estuaire, puis après il y aura nous à la fin. Le budget de la CDC comme celui de la commune est établi par chapitre, qui sont les nomenclatures comptables municipales. Donc le chapitre 11 qui sont les charges générales, le chapitre 12 les frais de personnel, chapitre 65 autres charges de gestion et 66 charges d'intérêt. Donc pour la communauté de communes, les charges générales en 2025, il y a marqué estimé parce qu'à l'époque, le rapport d'orientation budgétaire de la communauté de communes a été fait en décembre 2025. Traditionnellement, à Ludon, on attend le résultat des élections municipales pour faire le rapport d'orientation budgétaire et construire le budget. Donc là, en l'occurrence, le choix qui a été fait par la communauté de communes était de sortir le rapport d'orientation budgétaire fin 2025. C'est pour ça qu'il est indiqué les charges estimées. Donc elles étaient de 7,48 millions d'euros avec une augmentation de 8% et prévue stable pour 2026. Évidemment, dans le contexte que je vous ai cité tout à l'heure, un contexte d'inflation qui était très faible jusqu'en février 2026 et une croissance qui était relativement positive pour 2026 également. Donc, ces prévisions budgétaires tenaient compte de ces critères-là. Le point clé, c'est l'augmentation du coût des déchets, qui est estimé pour 2026 à 200 000 euros supplémentaires, avec des coûts exogènes, notamment l'application des calculs liés au contrat. Le chapitre 12, 228 agents, 82% de femmes, un effectif stable prévu en 2026 et un budget à quasiment 8 millions d'euros, également stable, avec une baisse de l'auto-assurance partielle. Vous savez que pour couvrir les salaires des agents en absence, il peut y avoir soit une assurance, soit une auto-assurance partielle. Les autres charges de gestion représentent 1,35 million d'euros avec une baisse de 12% et une légère hausse en 2026 prévue à 1,4 million, donc effectivement une hausse assez réduite. L'office de tourisme Médoc, Margot Médoc Tourisme a vu une dotation par la CDC de 150 000 euros. Les charges d'intérêt qui sont un sujet important pour la communauté de communes puisqu'il y avait des charges d'intérêt et d'emprunt assez élevées jusqu'en 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt depuis 2022. Il n'y en a pas de prévu par la CDC en 2026. Et donc une charge d'intérêt qui baisse, qui passe de 126 000 euros en 2025 à 103 000 euros en 2026. En ce qui concerne les recettes, en 2025, 2,46 millions d'euros pour les produits et services, avec une participation des familles essentiellement pour la garde des enfants à 1,9 million d'euros. Et en 2026, une augmentation liée à des augmentations de tarifs réglementaires à 1,94 million d'euros.
La fiscalité directe, il y a une revalorisation des bases qui concerne également l'UDON. Je précise que les bases de la taxe foncière, qui est aujourd'hui la seule taxe sur laquelle nous pouvons avoir un effet en dehors des taxes d'habitation pour les habitations secondaires, les bases, le calcul est automatique et donc l'augmentation aujourd'hui, pour 2026, sera de 0,8%. Je vais y arriver. On reviendra sur l'action que peut avoir le conseil municipal, mais les bases augmentent de deux façons. D'abord avec ce taux et ensuite parce qu'il peut y avoir des constructions et une dynamique au niveau de la communauté de communes ou au niveau de chaque commune, différentes évidemment en fonction des constructions qui se sont passées antérieurement. L'activité économique n'étant pas particulièrement positive, la CDC s'attend à une baisse de la contribution foncière des entreprises, qui est de la compétence de la CDC. Donc la fiscalité locale économique est attribuée à la CDC et donc elle attend une baisse de 8 millions d'euros des bases de la CFE. Et au total, une fiscalité de 13,7 millions d'euros en baisse d'1,5%. En matière de dotation, une légère augmentation prévue en 2026, notamment au niveau de la CAF, qui est l'essentiel financeur de l'enfance et de la petite enfance, qui est aussi une compétence de la CDC en matière de garde et d'animation pour les enfants. Donc en synthèse, pour 2026, une épargne brute prévue à 750 000 euros. Pardon. Je me suis enflammé là tout de suite. Une épargne nette maximum à 150 000 euros et une capacité de désendettement à 6 ans avec un seuil de vigilance pour les EPIC à 8 ans. En ce qui concerne les investissements et la dette, donc des investissements en 2025 de 700 à 750 000 euros, sur des compétences qui sont particulières, notamment la gestion de l'eau, en l'enfance, on l'a déjà dit, certaines voies communautaires en matière de voirie. Donc les investissements au niveau communautaire sont assez réduits. C'est une communauté de services, et donc il doit assurer les services avec des investissements assez réduits compte tenu de la taille de la communauté. Je rappelle qu'il y a 10 communes dans notre communauté de communes. Donc la priorité, c'est l'entretien du patrimoine communautaire, la voirie et les locaux communautaires, une fois de plus. Toute la voirie n'est pas assurée par la communauté de communes. Et surtout, ce qui est important, c'est la gestion du tourisme et de la déchetterie, des déchetteries, puisque là, l'enlèvement des ordures ménagères est aussi une compétence de la communauté de communes. Et donc, avec des coûts qui sont en augmentation. Et enfin, avec une particularité que je vous signale, les communes et les communautés de communes avancent la TVA sur tous leurs investissements et sont remboursés par l'État quasiment, pas tout à fait au montant qu'ils ont payé, mais pas très loin quand même, mais avec une différence d'un an. Il a été prévu pendant 3 ans qu'on arrive à un fonds de compensation de la TVA, d'où le nom de FCTVA, qui serait annuel au moment de la dépense. C'était le cas en 2025 pour les communautés de communes. Et pour 2026, l'État a décidé qu'il reportait à nouveau d'un an, ce qui fera une année blanche pour la communauté de communes. Alors, nous ne sommes pas concernés, nous, en tant que commune. On est resté, nous, à N+1. Donc, on avance la TVA pendant un an et on perçoit, après analyse de nos dépenses, la compensation de la TVA l'année suivante. Enfin, l'évolution prévisionnelle de la dette de la CDC. Vous avez là le montant de la dette avec son évolution et son remboursement, une capacité de désendettement qui est d'environ 5 ans et 6 ans fin 2026, compte tenu de la capacité d'autofinancement calculée, d'épargne brute calculée précédemment. Et comme elle est un peu en baisse, l'augmentation de la durée de remboursement est corollaire. Donc une baisse assez significative de la dette restant à la fin de chaque exercice, comme vous pouvez le voir, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'emprunt prévu à ce jour par la communauté de communes.
Enfin, on est au 6, il y en a que 8, donc ça va aller. La commune, avec la synthèse des dépenses et des recettes municipales, nous avons des dépenses de fonctionnement de 3,47 millions d'euros contre 3,13 en 2024 et des recettes de 5,24 millions d'euros qui représentent 124% de ce que nous avions prévu. Alors pourquoi on en a parlé dans les précédents conseils municipaux, l'application de la nouvelle nomenclature M57 qui concerne les communes et donc la trésorerie qui gère en même temps les fonds dont nous disposons, nous a amené à passer un certain nombre d'écritures de régularisation, notamment sur les cessions d'immobilisation précédentes. Et donc on a des chiffres qui sont pas extrêmement lisibles, comme on en avait parlé plusieurs fois précédemment. Et donc j'ai mis ici les dépenses réelles et les recettes réelles de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de perturbations. Donc en tout état de cause, le chapitre 11 prévoit 70 000 euros de plus en 2020, prévoira, si vous le votez, 70 000 euros à peu près à l'heure actuelle de hausse du chapitre 11, avec des fluides en hausse et des contrats sur les espaces verts, compte tenu du fait qu'on a récupéré dans le domaine public des espaces verts, et donc il faut les entretenir ou les faire entretenir. Je reviens 10 secondes sur les fluides. Je vous ai dit que, et vous le savez, qu'il y a une guerre en cours dont on ne sait pas trop ce qu'elle va avoir comme répercussion au niveau des coûts de l'énergie. Et donc, pardon, on l'a anticipé en hausse. Sur le chapitre 12, une hausse de 5% qui est estimée pour la masse salariale et charges correspondantes pour 2026. Parce qu'il y a eu des titularisations en cours d'année 2025, qu'il y a une police municipale avec une augmentation d'effectifs courant 2025 et le poste en totalité en 2026. Et comme je l'ai dit, quelques augmentations de charges sociales qui font qu'on se retrouve avec une augmentation. Alors cela dit, on le verra tout à l'heure, au final, ce n'est pas très différent du budget 2025. Malgré l'augmentation par rapport au réel, on va avoir à peu près le même budget en 2026 qu'on avait prévu en 2025. En ce qui concerne le CCAS, les versements à la communauté de communes et les versements que nous faisons aux associations, nous les prévoyons stables dans le chapitre 65, malgré les sollicitations de mes camarades. Et le chapitre 66, qui est donc les intérêts de la dette, qui représente environ 70 000 euros, avec une hausse à nouveau en 2026, après une baisse en 2025, mais on est à peu près au même niveau que nous avions en 2023 et 2022 sur le remboursement des intérêts de la dette. En matière de recettes, nous prévoyons 2 130 000 euros, notamment à cause de l'augmentation, ou grâce, on ne sait pas dans quel côté on doit se placer, l'augmentation des bases de 0,8%. Vous serez amené au moment du vote du budget à vous prononcer sur le taux appliquée à la taxe foncière. La DGF, la dotation générale de fonctionnement, et celle-là, on en connaît le montant, fait 464 000 euros pour 2026, avec une augmentation de 10 000 euros par rapport à 2025. Et nous prévoyons des ressources assez stables sur toutes les prestations que nous percevons, que ce soit l'école de musique, le marais, l'allocation des pâturages, etc. Les remboursements sociaux, c'est le chapitre 13 qui sont des ressources. Alors je vous l'ai mis là, il représente 91 000 euros en 2025. C'est les remboursements maladie, absence qu'il peut y avoir, comme partout, effectivement, la mairie, la commune continue à payer les rémunérations et est remboursée par les organismes. Et donc c'est difficile à estimer dans un budget. C'est intéressant d'en connaître le montant, mais c'est difficile à estimer pour l'année suivante. On souhaite que personne ne soit malade, bien entendu. En matière d'investissement, nous avons une dépense de 2 500 000 euros en 2025 contre 1 075 000 en 2024 et des recettes de 2 130 000 en 2025 contre des recettes de 1 330 000 en 2024. Juste pour rappeler que le budget de fonctionnement et le budget d'investissement sont liés, quoique indépendants, et que le fonctionnement vient financer l'investissement
Il est donc assez courant que les dépenses d'investissement, bien sûr, soient supérieures aux recettes d'investissement en matière d'équilibre. Les dépenses réelles en 2025 sont de 2 500 000, comme je viens de le dire, dont 266 000 de remboursement de capital d'emprunt. L'essentiel des investissements, ça a été l'évolution du plan local d'urbanisme, les travaux que vous avez pu apprécier au niveau de la gravière de Paloumet, les études pour le pôle culturel qui voit le jour actuellement, la voirie, avec quelques belles réalisations à Ludon, et la réfection de l'église qui continue, qui est... Alors, ce n'est pas les seules choses qui ont été faites, mais c'est les points essentiels. Le budget participatif que nous maintenons maintenant depuis 3 ans à 10 000 euros, qui est un succès parce qu'il y a toujours des offres. Bon, je vois que les responsables essayent de me faire monter le montant, mais on en discutera. On va passer à 10 500 peut-être. Donc, en tout cas, c'est un succès parce qu'il y a des propositions qui viennent là pour le coup des citoyens directement et qui sont parfois nouvelles par rapport aux réflexions qu'on peut avoir. Les recettes d'investissement en 2025 sont de 2 125 000 euros, avec un emprunt d'1 180 000 euros, qui est la deuxième tranche des emprunts que nous avions prévus sur 3 ans, et qui a servi à financer essentiellement la venue du 11 novembre, ce que vous avez vu naître début 2026, qui est la rue du Grand Communal, et les premières parties des travaux de la maison culturelle. En revanche, une bonne nouvelle, comme on fait pas mal d'investissements, on attend un fonds de compensation de la TV en 2026 en nette augmentation à 350 000 euros. Et enfin, puisque c'est le raisonnement du rapport d'orientation budgétaire, sont les projets pluriannuels identifiés. Alors là, cette première année, c'est toujours compliqué, mais en fait, on reprend, c'est pour ça qu'on attend les élections, on reprend le programme de la liste qui a gagné les élections. Et donc, voilà les éléments qu'on prévoit d'établir essentiellement, sauf évidemment toute modification qui aura lieu au cours de la vie municipale, mais c'est ce qui vous a été présenté au moment des élections. Donc, vous retrouvez là tout ce que nous aurons l'occasion de discuter et de faire avancer dans les 6 ou 7 ans qui viennent. Avec un budget que vous connaissez qui se situe entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an. Il faudra donc arbitrer à quel moment nous ferons ces éléments-là et sur quelle enveloppe nous les conteindrons. Pour terminer, le contexte financier de la commune. L'épargne brute, vous en avez le tableau qui arrive. Voilà. Donc l'épargne brute et l'épargne nette. Donc l'épargne brute, c'est l'excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles. L'épargne nette, c'est la même chose, de laquelle on a soustrait le remboursement du capital des emprunts. Donc vous voyez qu'il y a une relative stabilité, à part en 2021 où on avait une épargne nette qui était assez faible. On a une relative stabilité, on essaie de s'y maintenir en tout cas entre 500 et 600 000 euros d'épargne brute et aux alentours de 300 à 400 000 euros d'épargne nette. La dette pour la commune de Ludon, compte tenu de l'emprunt d'1 180 000 qu'on a souscrit en fin d'année 2025, qu'on a souhaité finalement souscrire en fin d'année 2025, et de 3 685 000 au 31 décembre 2025, avec des endettements sur 5,6 ans, sachant que pour les communes, le seuil d'alerte est à 12 ans. Notre dette par habitant est de 668 euros fin 2025, pour une moyenne de la strate, c'est-à-dire des communes de notre taille en moyenne, est de 741 euros. Je précise à cet endroit-là que les investissements sont financés par 4 sources différentes qui n'ont pas d'objectif de classement dans ce qui vous est écrit là. Les cessions de biens municipaux qui sont jugés non utiles au fonctionnement de la commune ou qui nécessitent d'être renouvelés pour être plus adaptés au fonctionnement municipal. Les subventions qui sont en nette baisse, j'essaie de ne pas tousser, qui sont attendues en baisse en tout cas compte tenu de situations économiques de nos financeurs habituels, les emprunts et bien sûr l'autofinancement, d'où l'importance d'avoir
des recettes de fonctionnement supérieures aux dépenses de fonctionnement. Et donc le chapitre 9, qui n'était pas au sommaire, c'est si vous avez des questions. Voilà, donc je reprends. Est-ce qu'il y a quelques questions à préciser quand même malgré tout, puisque c'est un sujet qui est important. C'est le sujet de la dette, à préciser que notre niveau d'endettement par rapport à notre strate est largement inférieur à la moyenne de la strate, si on prend par habitant à 741 €, et c'est indiqué dans le rapport, et nous sommes pour la commune à 668 € par habitant. C'est une moyenne bien entendu, et c'est un chiffre qui montre que nous sommes en dessous assez largement de la moyenne de notre strate. Voilà. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, des questions à poser concernant ce rapport? Je rappelle le principe du rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'il sert de base ensuite à l'élaboration du budget qui vous sera présenté. Donc, c'est dérogatoire cette année, puisque normalement c'est avant le 15 avril, mais cette année c'est repoussé, forcément les années électorales, au 30 avril. Donc j'en profite pour glisser la date du prochain conseil municipal qui sera le 29. Est-ce que vous avez des questions, des observations? S'il n'y en a pas, je précise également que c'est pour les nouveaux ici, dans le conseil municipal, que c'est une délibération qui est un petit peu particulière parce qu'en fait, on ne vote pas la magistrale présentation de notre collègue, mais on prend acte simplement de ce que ce débat, de ce que ce rapport déjà a été présenté et de ce qu'il y a eu la tenue du débat. Donc ce n'est pas une validation, c'est simplement prendre acte de la tenue de ce débat. Je vous demande donc de prendre acte de la tenue, s'il n'y a pas de questions, de ce débat. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie et je félicite et remercie encore les services et M. Gonzalez pour ce travail qui a été rondement mené, il faut le dire, pour être présenté ce soir. Au chapitre des questions et informations diverses, je vous communique, j'en ai parlé tout à l'heure, les délégations des adjoints. En délégation d'adjoints, donc Madame Vallier sera déléguée, sa délégation c'est l'évolution urbaine et l'environnement. Monsieur Garcia, le mouvement associatif et les manifestations municipales. Madame Garnet, l'éducation. Monsieur Montfort, mobilité et réseau. Madame Soltani, solidarité et cohésion sociale. Monsieur Dezin, patrimoine bâti. Madame Barbera, la vie culturelle. Ensuite, je nommerai là dans les prochains jours par arrêté des conseillers municipaux délégués. Monsieur Ardevin sera délégué aux équipements sportifs et de loisirs. Madame Bigot au cadre de vie. Monsieur Borde à la tranquillité publique. Monsieur Cabezas, mémoire de la commune. Madame Chénion à la vie citoyenne et réserve communale. Monsieur Gonzalez aux finances. Madame Poli à l'accompagnement social. Et Monsieur Vontron à l'engagement environnemental et au budget vert. Voilà donc par arrêté, ces conseillers municipaux délégués seront désignés par arrêté dans les prochains jours. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vais simplement passer la parole à M. Garcia qui va, comme nous le faisons traditionnellement, nous présenter l'agenda lui donné. Merci, Monsieur le maire. Donc, après ce temps suspendu que nous avons vécu ces dernières semaines, nous reprenons une vie et des animations sur la commune. Démarrage dès ce week-end avec le concert de l'école de musique, ici même, le concert de printemps. Donc 2 séances, une à 17h45 et 20h30. Mais c'est 2 séances avec deux représentations différentes, puisque ce sont 2 classes d'âge différentes qui vont intervenir. Dimanche, nous sommes sur le week-end de Pâques, vous le savez, la chasse aux œufs organisée par le CMJ à destination des enfants de la maternelle. Donc c'est rendez-vous dimanche matin dans le parc de la mairie pour partir à la découverte et chasser les œufs. Voilà, moment de convivialité en famille. On insiste, c'est pour les enfants de la maternelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient participer. Pour des raisons adaptées, c'est sur inscription. Le 10 et le 11 avril, bourse aux vêtements de printemps organisée par Famille Rurale ici même.
Et enfin, samedi 25 avril, la fête du jeu par Je me fais la malle, qui cette année donc, se retrouve fin avril, puisque le mois de mars était très chargé. Donc nous aurons cette traditionnelle fête du jeu qui aura lieu ici, ainsi que sur le parking, à l'extérieur, et qui rassemble énormément de monde sur cette journée qui se termine tard dans la nuit, puisque c'est vraiment des jeux pour les petits et grands, et tous les joueurs sont fortement mobilisés sur cette journée. Monsieur le maire vous a annoncé que le prochain conseil municipal avait lieu le mercredi 29 avril, mais avant de clôturer cet agenda, il faut que tout le monde prenne ses tablettes, ses agendas, bloque en tout cas les dates du 5, 6 et 7 juin, parce que ça ne sera pas un week-end normal le 5, 6, 7 juin. Ça ne sera pas la fête du printemps et de la terre comme nous connaissons tous les ans. Ça ne sera pas nos fêtes de Ludon traditionnelles. Ça sera la 75e fête du printemps et de la terre qu'on est en train de vous préparer, qu'on vous garantit comme exceptionnelle. Franchement, ça va briller, ça va pétiller, ça va s'ambiancer, ça va être un moment. Alors, j'ai cru comprendre que certaines communes nous enviaient ces fêtes. Ils ont même organisé un tournoi international de rugby au Matmut. Mais bon, c'est du petit niveau, ils seront que 7 sur le terrain, donc c'est pas du beau jeu. Donc on vous invite vraiment à venir aux 75e fêtes du printemps et de la terre. Ceux qui ont rendez-vous au Matmut, vous pouvez y aller le dimanche, c'est pour les finales, de toute façon ça sera plus rapide. Voilà. Mais le reste, le vendredi et le samedi soir, on vous garantit que ça va... La ville va vraiment briller. Le dimanche aussi, mais le dimanche soir, non. À partir de 17h, le dimanche, on a fini la ronde des marées. On détaillera le programme lors du prochain conseil municipal, madame. Alors, elle voulait venir. Non, elle voulait venir. Mais on s'est dit qu'il faut aussi rester humble quand même. Et nous, ce que nous voulons, c'est un ancrage local et territorial. Donc, on ne veut pas non plus attirer une foule de gens qui ne sont pas attachés à notre commune. Donc, on veut vraiment... Voilà, on va vraiment rester sur quelque chose en lien avec nos valeurs. Par contre, et puis en plus, vous avez vu le robe au budget, sur les fêtes et cérémonies, ils n'ont pas tellement augmenté la ligne. Donc... Bien. Sur ce, eh ben, écoutez, je pense que tout a été dit pour aujourd'hui. Donc, je le rappelle une nouvelle fois, prochain conseil municipal le 29. J'invite moi-même et puis les conseillers, les adjoints, pardon, pour une photo. La presse souhaite prendre une photo. Je clôture la séance et je vous invite à partager un petit moment convivial si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bonne soirée.